Avec un simple shaker, il vous envoie dans l'espace. À New York, à Londres, à Paris, c'est le roi de la nuit. Il ne fait pas de cocktails, il fait des cocktails signature. Ses mojitos sont meilleurs que des mojitos, mais en IMO, c'est zéro. Pour être proprio, c'est Bruno. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Proprio à tout prix, votre brunch de l'immobilier. Et aujourd'hui, Jean-Philippe, bonjour. Oui, bonjour. On va avoir les animaux et l'IMO. Oui, on va se réconforter avec les animaux. Parce que moi, j'ai regardé Miss France hier et la Miss que j'avais choisie, elle n'est pas Miss France. Donc, du coup. Qu'est-ce que ça a rapport avec les animaux mais parce que moi, je pense qu'à Miss France, c'est mon week-end Miss France. Mais du coup, quand ça va pas, qu'est-ce que je fais? Je fais de la ronron-thérapie, je caresse les chats et ça me fait du bien. Et ça, c'est bien. Et on va voir donc tout ce qui concerne les animaux. Alors, il n'y a pas que les chiens et les chats. Non. Il y a les nacs, il y a les animaux exotiques. Des poules, j'ai des poules, moi, les chez moi. poules, il y a effectivement beaucoup d'innovations sur les poules. On le verra dans cette émission. Et les réglementations qui vont avec. Quelles sont également les astuces ou en tout cas les critères pour quelqu'un qui a un animal et qui veut acheter. Voilà. Et comment bien vivre en fait dans sa maison ou dans son appartement avec son animal. Et c'est Hélène Gâteau, la vétérinaire. Et on l'avait vu il y a 2 semaines. Elle nous avait dit ce serait bien de faire une émission sur ça. Et elle a eu raison. C'est ce qu'on fait. Elle a eu raison. Alors, en parlant d'invité du dimanche, encore un invité exceptionnel. Ah oui, on va chanter avec Franck Castellano. C'est le chef de chœur des Chœurs du Sud. Le Chœur du Sud, c'est le plus grand ensemble vocal d'Europe. Plus de 5000 choristes partout en France et en Belgique. D'ailleurs, vous êtes peut-être membre de cette chorale Chœur du Sud. Il viendra nous expliquer pourquoi c'est bon de chanter. Ce qui est exceptionnel avec lui, on le verra dans l'interview, c'est qu'il fait chanter des salles entières. Des zéniths, en fait. Il y a pratiquement plus de chanteurs sur scène que de spectateurs. C'est génial. C'est incroyable. Et ça fait que du bien de chanter. Donc, on va chanter ensemble. Alors, en attendant, nos experts sont déjà en place. Ils vont nous parler des animaux. Ils sont prêts, ils sont beaux. Hein. Oh, ils sont beaux. Bon, alors on y va. C'est parti. Il leur manque plus que la parole. Quel plaisir de se retrouver dans Proprio à tout prix pour parler des animaux et l'IMO, ça rime, avec des experts au top. Je vais commencer tout de suite avec Jean-Sébastien. Donc Bordeaux. C'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'animaux à Bordeaux? Il y en a plein, partout. Bon, il y en a plein partout. Tiffany est avec nous également, qui représente Valenciennes, le Nord, bien évidemment. C'est ça, le Nord. Alexis, donc Nord-Cotentin, la Manche, là aussi des grands espaces pour les animaux. Hein. Des grands espaces, Bruno, et aujourd'hui, mon cœur est plutôt animaux à tout prix, et j'en profite aussi pour mettre à l'honneur mes 2 félins, que je chéris beaucoup et que j'ai pas pu amener. Et d'ailleurs, sais-tu pourquoi 2, Bruno? Pourquoi 2 félins, 2 chats? Oui. Ouais. Eh bien, parce qu'ils sont félins pour l'autre. Ah, oh là! Alors donc, on coupera ça au montage, vous inquiétez pas. Et Nelly, qui nous vient de Metz. Non, Los Angeles. Los Angeles, Metz. Donc Nelly, donc l'Est de la France, bien évidemment. C'est ça, tout à fait, bonjour Bruno. Alors, est-ce qu'il y a une attention toute particulière aux animaux dans l'Est de la France? Alors, vraiment, on est tous... c'est un combat vraiment incroyable sur Metz pour les animaux, et j'en fais partie également. Et t'en fais partie également. Petit sondage pour commencer, est-ce que vous avez des animaux domestiques? Oui. Oui, alors tu as quoi? 3 chiens, 1 chat. Ah oui, c'est ça. Ça fait du monde. Tiffany? J'avais 3 chats, j'en ai plus que 2 malheureusement, et un chien. Bon, et Alexis? Mes 2 chats. Et alors moi, j'avais un adorable teckel qui est décédé au mois de février 2024. Bon, on pense à lui. Et c'est toujours un grand déchirement quand on perd son animal de compagnie. Tout à fait. Alors bien évidemment, je me retourne vers Alison, l'investisseuse star des réseaux. Alors, est-ce que ça t'inspire et qu'est-ce que ça t'inspire en tant qu'investisseuse pour commencer ce sujet, les animaux et l'IMO? Quand j'ai commencé à faire de la location courte durée, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, lorsque ça m'est arrivé en tant que voyageuse de vouloir louer des biens avec mon chien, et quand on coche la petite case animaux domestiques, en fait, ça réduit de 70% le nombre de logements. Alison, je reviens vers toi dans l'émission. Merci en tout cas d'être là. On va commencer tout de suite cette première partie avec l'impact des animaux sur le choix immobilier. Et toi, Tiffany, quand tu as acheté ta maison, ça a été un critère important. C'est ça. Alors là, c'est la vente de notre maison qui est réservée pour du coup notre chien. On a aussi un espace spécial pour le chat où les chats ne sortent pas en fait. Ils sont à l'extérieur, mais tout en restant à l'intérieur. Ils ont accès par la chatière qui est juste ici. On leur a mis un petit fauteuil pour leur confort. Ils ont leur litière. Là, je vous présente Diego.
Bonjour Diego. Voilà, on dit bonjour à Diego. C'est notre Maine Coon. On a mis des chatières un peu partout pour qu'ils puissent se balader sans forcément ouvrir la porte à chaque fois avec les mioles, etc. Ils ont vraiment accès à toutes les pièces sauf les chambres. Mais tu vois, ici, là, on rentre de plein pied dans le sujet. Hein. Effectivement, aménager son immobilier pour ses animaux, c'est un critère de choix très important, y compris, Nelly, pour Paris Hilton. Alors oui, moi j'ai... Ouais, ça c'est une info, c'est pas une intox. Hein. Ouais. Donc elle a aménagé, elle a construit une maison à l'identique de sa propre maison de 30 mètres carrés, où tout est complètement climatisé, il y a un dressing, etc. Bon. Et elle a payé 325 000 $. Donc, ce qui représente aujourd'hui en euros 300 000 €, tout en sachant que le budget moyen pour une acquisition en France est de 240 000 € par acquéreur. Bon, moi, je vais aller vivre dans la maison des chiens de Paris Hilton, du coup. Écoute, je pense que tu serais pas malheureux avec elle. Hein. Exactement. Bon, alors donc vous, en tant que professionnel, est-ce qu'il y a un vrai impact de l'animal sur le choix de l'immobilier? Complètement. Effectivement, moi, je suis en plus sur la partie rive droite de Bordeaux, donc une partie plus végétalisée où il y a cette tendance à avoir un jardin et du coup d'avoir des animaux. Ils choisissent d'être rive droite pour leurs animaux. Et oui, enfin, même... J'ai eu une échoppe en Bordeaux-Bastide où ils avaient 2 gros chiens. Ils habitaient en appartement et ils ont choisi de se mettre sur cette échoppe parce que justement, ils voulaient apporter un meilleur cadre de vie à leurs animaux. Bon, Nelly, un exemple concret d'une personne dont tu t'es occupée qui était vraiment, en quelque sorte, attachée au bien-être de son animal. En fait, j'ai eu une personne qui avait 3 Yorkshire. Et effectivement, elle voulait un environnement verdoyant, un environnement complètement clos, etc. Donc, on a mis beaucoup de temps à trouver cet endroit et c'était vraiment l'élément... Pour le Yorkshire, pour les 3 Yorkshire. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc, effectivement, aujourd'hui, tu as des gens, ils vivent qu'avec des animaux, comme on a pu voir tout à l'heure. Donc, ils sont... Pardon ? C'est leurs enfants et ils font en fonction de leurs animaux et de leur bien-être. Tiffany, c'est un peu dans ce cas-là. J'ai l'impression que c'est la maison des animaux, là, chez toi. Alors, la maison des animaux, après aussi, là, récemment, j'ai vendu une maison où les gens, leur cavalier King Charles, c'est leur fille, c'est leur bébé. Et aujourd'hui, la maison qu'ils vont acheter, il n'y a pas les extérieurs aménagés. Ils ont fait les devis pour aménager, effectivement. Alors, il faut savoir que ça a quand même un coût d'aménager les extérieurs, bien mettre le grillage, avoir les espaces qui sont vraiment dédiés, les éclairages. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de très important et on voit que c'est une partie intégrante de la famille. Alors, on va le voir. Alexis, tu as été voir un éleveur qui, justement... Alors, on est un petit peu à côté de l'immobilier, mais là, il nous explique toutes les contraintes qu'il a, lui, en tant qu'éleveur. C'est ça, Alexis, hein? C'est ça. Ça demande tout un aménagement, il y a toute une organisation et c'est pas juste une question de terrain. On regarde et on en parle tout de suite après. Donc au niveau de l'élevage, on a quand même quelques contraintes juridiques, mais le principal des choses pour le bien-être animal, ça va être l'aménagement intérieur. Donc ce qu'il faut savoir, il faut déjà avoir un box par animal, donc souvent des chiennes puisqu'on fait de la reproduction. Il faut aussi avoir un système d'écoulement d'eau pour avoir une propreté optimum. Avoir aussi une pièce dédiée à une nurserie pour forcément mettre les petits chiots à une certaine température, souvent 38 degrés. Et aussi une pièce dédiée au lavage de tous les linges des chiens. Après, au niveau juridique, on passe dans l'exploitation agricole. On a le droit à peu près à 9 chiens, donc 9 femelles. Il faut aussi avoir un terrain clos, au moins 1000 m². C'est quand même assez important pour le chien. Et aussi le familiariser avec toutes sortes de bruits. Pour une fois qu'il soit en famille d'accueil, parce qu'au début c'est une famille d'accueil, parce qu'on a toujours un petit délai de rétractation. Si on voit que le chien, ça ne fait pas avec la famille. Donc au moins il ne sera pas peureux au moindre bruit de la vie de tous les jours. Il est quand même très, très prudent. Hein. Il est très prudent parce qu'il y a pas mal aujourd'hui de réglementations, donc on ne va pas éparpiller le sujet, mais en tout cas d'un point de vue aménagement, c'est vrai qu'il y a des conditions et j'en profite aussi, on parle animaux domestiques de petit gabarit. Je suis un cas en ce moment où j'ai une personne, moi, qui est à la recherche d'espace pour des chevaux. À savoir, c'est qu'un cheval correspond à peu près à 1 hectare pour le bien-être de l'animal. Ouais. Là, on est sur une recherche donc, de 3 chevaux. Il faut minimum 3 hectares. Et trouver 3 hectares attenant à une maison,
c'est compliqué. Alors justement, Nelly, le bien-être animal, là on le voit, effectivement, aménager sa maison. Est-ce que c'est compliqué pour un propriétaire ou un locataire? Il y a des gens qui sont très à même de faire par eux-mêmes, de bricoler, de pouvoir aménager avec des matériaux pas très coûteux. Il y a d'autres personnes qui vont mettre le budget. Ouais. Alors Alison, je me retourne vers toi justement en tant qu'investisseuse. Quels sont les aménagements que tu recommandes pour nos amis investisseurs pour cocher la case, comme tu aimes bien le dire, de animaux acceptés? Déjà, première chose, pour accepter les chats, et ça c'est testé et approuvé, chez mes parents on a eu le cas, c'est les chats qui griffent les murs, et il y a des tapisseries anti-griffures qui fonctionnent réellement. Tapisserie anti-griffure, très bonne idée. Ça fait un effet dans les ongles, ou je ne sais pas comment ça fonctionne, enfin dans les griffes plutôt, qui fait qu'en fait ils ne supportent pas ça et ils ne le font plus. Donc ça, premièrement. Et ensuite, au niveau des sols, il vaut mieux privilégier carrelage, ou vraiment dans ce cas un lino. On recevra en troisième partie Hélène Gâteau, qui est vétérinaire, chroniqueuse sur RTL, et elle est de plein pied dans le bien-être des animaux. Hein. Elle nous parlera les espaces importants, d'avoir suffisamment d'espace pour les chevaux, on le disait. On verra aussi les exemples des poules. Comment il vit t'as 3 chiens, t'as dit, hein, c'est ça? 3 chiens, un chat. Alors comment ils vivent ensemble, justement, la cohabitation entre les chiens et les chats? Non, la cohabitation, c'est faite naturellement. C'est vrai que les chats, je les ai eus bébés, donc c'est plus facile quand on a les chiens, quand ils sont bébés, à ce qu'ils soient adoptés par le chat. D'accord. Ça fait vraiment naturellement. Alexis, on va retourner dans ton secteur, dans ta région, parce que tu as été voir Émilie, hein, qui nous explique justement les règles, notamment en matière de location, quand on a un animal de compagnie. Alors, lorsqu'on détient un animal et qu'on veut faire des aménagements pour celui-ci, attention. Puisqu'à savoir que lorsque vous touchez à la structure du bâtiment tel qu'il soit, vous devez demander l'accord au préalable du propriétaire. Donc là, si vous souhaitez installer une chatière, au niveau d'une porte, vous modifiez la structure de celle-ci. Donc il faut absolument une autorisation. Sans autorisation, vous êtes dans l'obligation de remettre en l'état avec la porte à l'identique de celle-ci. Maintenant, dans le cas où vous souhaitez aménager un hamac sur une fenêtre ou autre aménagement, libre à vous tant que ça ne touche pas la structure. Donc, si vous souhaitez installer des poules en ville, déjà, assurez-vous que la mairie accepte bien la détention de poules et ensuite prévenez vos voisins au préalable. Oui, alors les poules, effectivement, les animaux de la ferme, c'est aussi des animaux de compagnie finalement. Est-ce que vous avez des exemples de recherche de fermes pour habiter où les gens avaient comme préoccupation d'avoir des animaux de ferme? Du côté de ma famille, principalement, c'est plus de l'élevage de poules vraiment pour récupérer des bons œufs de ferme. Et il y a quand même des superficies à respecter. Alors tout est naturel avec l'alimentation au maïs, donc ça demande quand même de l'espace pour cultiver leur nourriture et avoir un rendement. Mais à côté de ça, ça demande quand même des espaces vraiment clôturés sur lesquels, voilà, que ça n'aille pas non plus chez les voisins, parce qu'il peut y avoir des nuisances sonores, déjà à partir d'un moment, et surtout quand on arrive à une certaine quantité, comme ça a été indiqué, on peut être considéré comme un élevage, donc il y a quand même des points qu'il faut surveiller de près. Et je voulais te demander, tu as des restrictions au niveau des distances par rapport aux habitations? Alors, des restrictions, non. Par contre, après, il faut vraiment que les terrains soient clôturés, sur lesquels il ne faut pas qu'il y ait non plus de nuisances sonores. On a entendu déjà pas mal de petites histoires. Le coq qui fait du bruit, qui réveille le matin. Mais quand on va à la campagne et il y a le coq, il fait partie de la campagne. D'accord, moi j'ai pas envie d'être réveillé à 5h du matin. Et va pas à la campagne, voilà, c'est ça. À la ville. D'accord. On va passer à Jean-Sébastien qui a été voir Amanda Pirois de la SPA. Adorable. Adorable. Alors qu'est-ce qu'elle nous raconte, Amanda? Juste en 2 mots avant de voir le reportage. Elle nous donne un peu tout ce qui se passe côté recueil, puisqu'elle est à l'SPA, et effectivement, quels conseils, quelles idées elle donne pour les futurs acquéreurs, adopteurs, etc. On regarde, c'est des très très bons conseils, soyez attentifs. On conseille souvent à nos adoptants d'aménager justement leur présence quand l'animal arrive au domicile. Donc peut-être envisager un petit peu de télétravail, si c'est possible bien sûr, ou de rentrer le midi, parce que une grosse journée de 8-10 heures d'absence pour un chien qui vient du refuge, c'est un petit peu compliqué. Pour nous, c'est pas tant l'habitat qui est impactant, c'est vraiment la façon dont les personnes vont s'occuper du chien ou du chat. On a des chiens qui vivent en maison avec jardin et qui sont pas plus heureux finalement que des chiens qui sont en appartement et qui sortent beaucoup. Un chien qui est en jardin toute la journée enfermé,
qui voit rien, qui voit pas d'autres congénères, qui voit pas d'humains, va pas forcément être très épanoui. Et voilà, alors là, des conseils de bons usages, de bon sens, je dirais. C'est ça, dans cette émission, en plus, hein, je vous le dis, hein, le bien-être animal nous préoccupe, notamment vous, dans votre métier d'agent immobilier. Finalement, si l'animal n'est pas content, ça risque de faire un mécontent chez les maîtres. Hein. C'est ça. Et surtout, il ne faut surtout pas offrir un animal pour les fêtes. C'est un choix qui est bien réfléchi. Ouais. Il faut choisir le bon animal qui va aujourd'hui se sentir bien, et on s'est rendu compte qu'effectivement il n'y avait pas le fait d'avoir une grande maison ou un appartement, c'est le bien animal avant tout. Si on n'a pas les moyens ou on n'a pas réfléchi à son animal de compagnie, c'est effectivement très je crois même qu'il y a des amendes maintenant. Hein. Alors jusqu'à 75 000 € et 5 ans de prison. Ah oui, quand même. Ouais. Pour les abandons, tu parles? Pour les abandons, qui va amener du coup au décès de l'animal, en fait. C'est quelque chose de bien réfléchi. Voilà. C'est déjà la fin de cette première partie, les amis. Vous avez été fantastiques. On voit les animaux de compagnie, il y en a beaucoup. Et il faut s'en occuper. Et surtout, c'est une responsabilité. On va retrouver un autre animal. C'est Jean-Philippe qui reçoit son invité du dimanche, Franck Castellano. Mais tout de suite avant, un petit récap pour se mettre les idées au clair. En 2022, en France, la population animale de compagnie était de 75 millions, composée de 29 millions de poissons, 15 millions de chats, 7,6 millions de chiens, entre autres. Les propriétaires d'animaux adaptent leur recherche de logement aux besoins de leurs compagnons. Plus d'espace, de nature ou d'environnement adapté à leur animal. De plus, 55% d'entre eux déclarent être prêts à quitter la ville pour offrir un meilleur cadre de vie à leurs compagnons. Oui Bruno, quel plaisir de recevoir Franck Castellano. Salut Franck. Bonjour. Alors Franck, c'est le chef de chœur du plus grand ensemble vocal d'Europe. Vocal, pas musical, justement. Et en fait, il n'est pas chef d'orchestre, parce que c'est pas un orchestre, mais il est chef de chœur. Et ça. On compte plus de 6000 choristes. 6000, ouais, on est pas loin des 6500 même. Incroyable. En fait, tu animes à toi tout seul la première partie de Patrick Fiori lors de sa tournée. Ben là, oui, actuellement, on est en plein dedans, c'est vraiment exceptionnel. Un gros challenge. La première partie, donc, c'est une chanson de Patrick Fiori que tu fais chanter au public. En fait, ça va même plus loin de les faire chanter, c'est que je crée un arrangement avec eux. Et ensuite, dans le show, je reviens pour pouvoir partager ce moment avec Patrick et le public. Il y a une fusion entre le public et Patrick, c'est magique, quoi. On va le voir là sur ces images. C'est la première fois que ça se fait, une première partie comme ça. Et puis, j'ai envie de dire, c'est la folie, puisque Patrick, il savait pas trop où c'est qu'il allait quand il m'a lancé dedans, mais c'était un gros pari, et puis ça marche. Ça marche vraiment. Il faut dire que Patrick Fiori, comme d'autres artistes, tu as déjà chanté avec eux, il a déjà chanté avec le Chœur du Sud. C'est ça. Il y a eu qui? Il y a eu Jennifer aussi. Il y a eu Laurent Voulzy, on a eu Chimène Badi, on a eu Icar. Joy Jonathan. Tout cet été, voilà, ils te font confiance et surtout, tu deviens un acteur complet de leur concert. En fait, l'idée, c'est quand il y a un artiste qui vient, c'est de fabriquer un écrin. Pour moi, je le vois comme ça. Je vois que eux, c'est le bijou. Et le cœur, c'est vraiment de fabriquer cet écrin. On connaît tous l'idée d'avoir un bijou dans une petite boîte. Moi, c'est l'idée de fabriquer un truc. De mettre en valeur. Voilà, la mise en valeur. Et puis, ça fait chanter les gens. Et chanter, on le sait, ça génère de l'hormone du plaisir. Et c'est même scientifiquement prouvé. Quand on chante, on se fait vraiment plaisir. Beaucoup me disent que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Parce que l'idée, ça amène pour beaucoup une thérapie. C'est un loisir, c'est une détente. Et ça amène justement de la joie, du bonheur, et puis
un décalage avec le monde actuel, quoi. Donc ça fait du bien. Et c'est du bonheur ensemble, parce qu'on chante avec les autres. On va beaucoup chanter pour Noël, et y compris le Chœur du Sud. Combien il y a de concerts du Chœur du Sud? On est entre 60 et 70 concerts là, pour la période de Noël. Il faut dire que le Chœur du Sud, donc au départ, c'est une chorale que tu as créée, on en reparlera tout à l'heure, dans le Var. Et maintenant, il y a des Chœurs du Sud partout, en France, en Belgique. Toi, tu vas chanter à Toulon le week-end prochain? C'est ça, le 20 et 21 décembre. Voilà. Le Chœur du Sud, alors pour rien cacher, en fait, à ceux qui nous suivent, l'été prochain, on va être ensemble sur la tournée Ça c'est le Sud, partout dans le Sud. 40 dates cette fois-ci. Et encore plus. Voilà. C'est François de Conson et Valérie Mérani, les deux organisateurs, là, ils ont sont y aller. Ouais, toujours plus. Toujours plus. Mais on suit. Et toujours plus sur Franck Castellano, ce sera dans quelques instants, Bruno, parce que vous allez voir, il a un parcours complètement atypique. Deuxième partie de cette émission spéciale Animaux avec 4 nouveaux experts en plateau. Et il y a 2 nouveaux, Cindy et Mathéo. Comment ça va? Alors, Cindy, tu nous viens de... Vinay. Il fallait deviner d'où elle venait. Donc, deviner, c'est à côté de Grenoble? C'est ça, entre Grenoble et Valence. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ta région, de ta ville? Combien d'habitants? Combien ça coûte? Est-ce que c'est une belle ville? Alors oui, c'est une très belle ville. On a environ 4400 habitants. On est sous le massif du Vercors et des Champs-Barans. D'accord. On est dans une des plus grosses noyeraies d'Europe. Alors effectivement, tu as ramené pour ta première des noix de Vinay. Voilà. Regardez. Capitale de la noix de Grenoble. La noix de Grenoble. Et 2 fromages qu'on va goûter pendant le brunch, le Saint-Félicien et le Saint-Marcelin. Tout à fait. Donc c'est des producteurs locaux, j'imagine. Complètement. Bon. Mathéo, alors lui, c'est proche de la Suisse. Hein, donc les balises, il connaît. Tout à fait. Mathéo, Pays Gex, c'est ça? Exactement. Donc tu es pour ta première ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette ville frontalière et d'où tu exerces? Eh ben, c'est tout un ensemble de petites villes qui représentent 150 000 habitants. Et on a des prix mètres carrés qui sont très élevés parce que du coup, on profite des salaires qui sont pratiqués en Suisse. Dorothée, donc la proche banlieue de Nantes, le Pèlerin. On disait le Pèlerin. Je croyais qu'elle était du Sud. Non, pas du tout. Bon, le Pèlerin à côté de Nantes, très jolie commune. Bord de Loire, 7000 habitants, voilà, avec vraiment l'esprit village, très sympathique. Très sympa, et la proximité de Nantes et de la côte atlantique. Entre et Maxime est avec nous, alors donc c'est le spécialiste de la data, vous le connaissez maintenant, pro data, pro cadastre. Le cadastre, on va en parler aujourd'hui, et c'est pour ça que tu es dans l'émission, c'est parce qu'en fait, grâce au big data, on va pouvoir en quelque sorte regarder la taille des terrains et voir si c'est adapté à différentes configurations animales. Absolument, la taille des terrains, la taille des parcelles, les zonages aussi au niveau du PLU, voir si c'est correctement adapté par rapport à des projets sur éventuellement des chevaux, des haras, de l'équitation. Donc on va discuter de tout ça. Bon, on a parlé de beaucoup de chiens et chats en première partie. J'aimerais, pour commencer cette deuxième partie, qu'on regarde les conseils que donnent les gens de la SPA. C'est un reportage qui a été fait par Jean-Sébastien et c'est très important de suivre tous ces conseils. Tous les ans, malheureusement, il y a plein d'animaux abandonnés et couramment, effectivement, pour ce motif soit de séparation qui induisent un déménagement, un départ en appartement alors que le chien ou le chat était en maison avec jardin avant. Donc ça, c'est des situations qui arrivent couramment. Depuis le début de l'année, on est à 1300 animaux abandonnés. L'année dernière, on était à un petit peu plus de 1500. Donc on s'en rapproche, on est à la fin de l'année, voilà. Mais c'est vrai que les abandons sont en constante augmentation. Lorsque quelqu'un veut adopter un animal, est-ce que vous assurez, donc au contraire, que le logement soit adapté avant que cette adoption soit réalisée? Toutes les personnes, on les rencontre effectivement à l'accueil. On leur fait passer aussi un questionnaire qui comprend plusieurs questions justement sur l'environnement de vie, sur la taille du logement, la taille du jardin, le nombre de balades qui sera consacré par exemple pour le chien, si c'est pour un chat, comment il peut avoir accès à l'extérieur. Donc on essaie de poser toutes ces questions-là pour nous voir en fonction de nos animaux, de leurs besoins, de leurs attentes, essayer de trouver une famille qui peut au mieux correspondre. Voilà, le bien-être animal au centre de cette émission. Alison est toujours avec nous. Qu'est-ce que ça t'inspire justement, ce bilan sur les abandons et les conseils que donne cette charmante dame de la SPA ?
Je pense, on l'a dit, mais c'est très important, c'est de bien réfléchir. En fait, les animaux, c'est pas juste comme ça parce qu'on a vu un petit animal mignon et je pense que ça doit être réfléchi. Personnellement, quand j'ai pris un chien, je n'avais jamais pris de chien de ma vie. J'en ai eu avec mes parents, mais je n'en avais pas. À titre individuel, c'était ton premier? C'était mon premier chien, donc, qui a 3 ans aujourd'hui. J'ai eu au moins 2 ans de réflexion. Parce qu'en me disant, attention, parce que oui, c'est mignon au début, mais après, on part quand même en vacances. Qui va le garder? Est-ce que si je dois nettoyer les pipis 10 fois dans la journée, au bout d'un moment, je ne vais pas en avoir marre? C'est ça. C'est une vraie responsabilité. Voilà. Est-ce que je suis déterminée et que... Parce qu'un chien, ça peut vivre très longtemps. Donc, 15 ans. Donc, est-ce que pendant les 15 prochaines années, je m'engage à aller jusqu'au bout? Exactement. Dans cette deuxième partie, on va parler des autres animaux, je dirais, de compagnie, les NAC, nouveaux animaux de compagnie notamment. Mathéo, tu es un spécialiste de ça, toi? Ouais, j'en ai eu pas mal à la maison. Ouais. Maintenant, j'en ai plus actuellement, mais j'en ai eu pas mal. Donc oui, c'est vrai que je les ai côtoyés de manière régulière. Ouais. Bon, et Cindy, alors toi, tu as été encore plus loin, puisque dans ton enquête, tu as été rencontrer un refuge spécial NAC avec quelqu'un de très intéressant qui nous explique un peu tous les enjeux, c'est ça, hein? Tout à fait. On regarde. On est un refuge spécialisé dans la faune non domestique, donc ça concerne les reptiles, les amphibiens et les arachnides. Alors, en résumé, il n'est pas facile, n'est pas simple de détenir des animaux, que ce soit des NAC, c'est-à-dire des petits animaux comme les cochons d'Inde, les chinchillas, les furets ou les perroquets, dans un appartement, dans une maison. Mais il est encore moins facile de détenir des animaux exotiques, comme les reptiles par exemple. Pour ces animaux-là, on a besoin de conditions de détention, de conditions de captivité qui sont adaptées à leurs besoins physiologiques. Et il faut penser à tout ça avant d'acquérir un reptile, par exemple. Penser à son logement, penser au respect de ses besoins physiologiques en éclairage, en humidité, etc. Et puis à son alimentation qui est généralement très spécifique. Parce qu'il faut également chauffer ces terrariums, puisque ce sont des animaux exotiques, et que le coût de l'électricité à notre époque est tellement élevé que ça peut être un facteur limitant de la détention de ces animaux. Et on a malheureusement, à cause de cela, énormément d'abandon de ces individus, ou dans la nature, ou dans des centres comme ici SOS Reptiles. C'est incroyable. Alors là, effectivement, ces nouveaux animaux de compagnie. Alors, est-ce qu'on peut vraiment, on parle franc jeu ici, hein, est-ce qu'on peut parler d'animaux de compagnie avec un serpent? Qu'est-ce qu'on a comme échange avec un serpent? Avec un serpent, pas forcément, mais on peut avoir des animaux qui ont un petit peu plus de réflexion, comme les varans, et avec lesquels on peut vraiment nouer potentiellement une relation. Ouais. Ah oui? Oui, tout à fait. Tu as vécu maritalement avec un varan, toi? Entre autres, oui. En tout cas, il me reconnaissait, il venait sur moi. Enfin, on était capable d'avoir une vraie interaction. Ouais. Alors, on peut aussi parler des animaux de la ferme, des chevaux. On va voir avec Maxime, justement, qu'on peut se prémunir et en tout cas, bien choisir son logement en fonction de l'animal. Les NAC, ça t'inspire quoi, toi? Moi, je suis plutôt hyper basique, puisque j'ai aussi un chien et un chat. Donc voilà, j'ai beaucoup de souris dans mes combles, à mon grand désarroi. Mais là, oui, ça, c'est pas des animaux. Non, je ne les ai pas choisis, malheureusement. Donc, quoi qu'on ne choisit pas. Mais j'habite aussi dans la campagne, donc forcément, j'ai un club d'équitation pas très loin. Donc, en effet. C'est ça. Alors, on le disait, hein, là, on voit, ça coûte quand même beaucoup d'argent d'avoir des animaux, je dirais, un peu atypiques, comme les varans, les serpents, etc. Ça coûte combien un terrarium, là? En fait, un terrarium, ça va commencer à peu près dans les 100-150 €. Et ensuite, pour les plus grosses espèces, on peut arriver sur des prix qui sont de l'ordre de 1500-2000 €. Ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est qu'il y a un achat de base qui est du matériel, mais ensuite, il va y avoir un coût au niveau de l'électricité, parce qu'il va falloir chauffer l'animal, il va falloir apporter des sources d'UV ou alors avoir une lumière supplémentaire. Ouais. Bon, c'est des animaux où il y a beaucoup d'abandon. Hein. C'est souvent sur un coup de tête qu'on va prendre un serpent pour faire genre, et puis finalement, on s'en sépare. C'est souvent la méconnaissance aussi qui fait qu'on... On ne sait pas. Alison, justement, je crois que tu as eu un serpent, toi, non? Non. Moi, tous les animaux-là, Par contre, j'ai eu des hamsters, j'ai eu un lapin. Ah bah voilà, c'est bien ce que je pensais. Mon conjoint, quand j'ai rencontré mon conjoint, il avait un lapin. Ouais. Parce qu'en fait, maintenant, les lapins, ça s'adopte comme des animaux de compagnie. En fait, on les laisse hors de la cage. Sauf que ce qui n'était pas prévu, c'est qu'en fait, ça range tout.
Donc les meubles en bois, des bottes en plastique. D'où la réflexion dont tu parlais tout à l'heure. Et en fait, c'est invivable parce que ça rongeait même le canapé. Enfin, au final, on se dit, on va le laisser en liberté, il va être heureux, mais en fait, c'est pas possible. Et je pense qu'un lapin, il n'est pas forcément fait pour être dans une maison. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, je propose qu'on continue avec une interview de Mathéo, justement, parce que tu as été voir, on parle des NAC, mais on parle aussi d'animaux exotiques. Pas sans aller jusqu'à dans le film avec le boxeur qui avait un tigre dans son jardin, mais des animaux exotiques, c'est aussi une tendance. Et tu as été voir un soigneur animalier au vivarium de Mérin, donc côté suisse, juste à côté de mon secteur, et qui lui, du coup, va s'occuper de tout ce qui est les NAC là-bas, les animaux exotiques. Eh ben, on va regarder ce qu'il nous dit parce qu'effectivement, on va apprendre des choses. Alors oui, on peut avoir des NAC chez soi, au même titre qu'un chien ou un chat, mais certains NAC vont demander une législation un peu plus poussée. Il faut avoir des certificats de capacité ou des autorisations de détention. Par exemple pour des perroquets ou certains reptiles qui peuvent être dangereux ou espèces invasives. Après, les NAC sont, eux, dans des enclos, des terrariums, des cages qui vont être adaptés pour eux, mais c'est pas le logement qui va déterminer le bien-être de l'animal. Alors oui, il y a certains animaux, des petits pogonas qui sont très très sympas et très très familiers, on va dire. Et il y a d'autres animaux qui sont comme les iguanes qui sont relativement sympas, mais il faut faire toujours un petit peu attention, qui peuvent être un peu plus rapides ou speed. Et oui, on peut avoir une relation quand même assez amicale, on va dire, ou sociable avec certains reptiles ou autres animaux. Une tortue, c'est aussi très très sympa. Ah oui, quand même. Il n'avait pas l'air de bouger beaucoup, l'iguane, là. Hein. Non, là, il était bien, il était en train de se faire caresser, il était heureux, tout allait bien pour lui. Les geckos aussi, c'est une grosse tendance. Il y a beaucoup de geckos. Alors, c'est les petits lézards, hein, c'est ça? Il y a des geckos qui sont terrestres, des geckos qui sont arboricoles. Donc oui, il y a plein d'espèces de geckos différentes, mais c'est surtout que c'est l'animal pour commencer. Donc il y a beaucoup de personnes qui prennent un gecko pour commencer. Et alors, le cochon d'Inde, qui était un peu dans la mode dans les années 90-2000, est-ce qu'il y a toujours des cochons d'Inde? Est-ce que vous avez des cochons d'Inde, vous, par exemple? Ça se voit moins quand même, effectivement. Ouais. Je pense un hamster. Un hamster? Ah ouais, je l'adorais. C'est vrai, il s'appelait comment? Winnie. Winnie? Ouais, c'était un ourson, alors. C'était pas la même chose. Ce que je propose, c'est qu'on regarde une interview qui a été réalisée, Cindy, avec un spécialiste de refuge pour NAC. Et on va voir que ces animaux un peu exotiques, comme il y a un peu moins de sentiments a priori, ça génère des abandons pas très cool. Regardez. Alors là, je vous présente un python royal. Je pense que ça restera le reptile le plus vendu en animalerie spécialisée ou non spécialisée. Celui-ci, comme beaucoup, on est allé le chercher en caserne de pompiers et il a été retrouvé dans les rues, donc à Tours-sur-Orbe, un petit village dans l'Hérault. Donc en général, les animaux qui arrivent au refuge, on essaie de les faire manger une dizaine, quinzaine de fois avant de pouvoir les proposer à l'adoption, pour être sûr qu'ils s'alimentent correctement, qu'il n'y ait pas de problème de santé, qu'il n'y ait pas de mauvaise mue ou de parasites. Alors on le voit là, on a des serpents qui sont abandonnés. Le python royal, c'est le serpent le plus vendu, nous dit-il. Et il y a eu beaucoup d'hybrides. Ah oui? Donc ils ont créé des couleurs différentes. Donc là, c'était celui qui avait la couleur d'origine, mais il m'en a montré plein où il y avait des couleurs différentes. Incroyable, incroyable. Alors les animaux, on a vu les animaux exotiques, mais il y a tout un tas d'autres animaux. Justement, alors là on parle du logement et des animaux. Quand on veut avoir un cheval, il faut un grand terrain, Maxime. Effectivement, et puis c'est vrai que les cas de clients qui peuvent se présenter en agence immobilière parce qu'ils cherchent justement des grands espaces avec la superficie du foncier, faut savoir qu'un cheval c'est 1 à 2 hectares pour être confortable. Hein. C'est ça. Donc c'est vrai que rapidement ça chiffre. Et puis il y a les bottes de foin à stocker. Absolument. Donc aujourd'hui on a des sites internet où on a accès à de la data où on peut rapidement voir effectivement l'ensemble cumulé des parcelles foncières pour savoir si on va pouvoir être à l'aise ou pas pour ces chevaux. De plus, ce qui est important aussi, c'est de connaître les zonages. Donc, par exemple, sans rentrer dans le détail, mais sur le plan local d'urbanisme, on a la zone N, et notamment la zone NHU, qui est la zone naturelle humide. NHU. NHU. HU pour humide. À tes souhaits. Voilà. Ouais. Donc la zone NHU, finalement, ça va être une zone assez marécageuse.
humide, qui ne va pas forcément être... Qui va convenir à des animaux comme les chevaux, les ânes, exactement, etc. Qui va convenir ou pas convenir en fonction des animaux qu'on va vouloir installer. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est comme on parle du logement, est-ce que on va faire un petit tour de table, Dorothée, est-ce que tu t'es occupé de gens qui avaient des préoccupations avec des animaux un peu atypiques et qui ont eu du mal finalement à trouver leur logement? Alors justement, avec des chevaux, moi je suis dans la campagne, donc j'ai souvent des grandes maisons. Enfin, c'est souvent même des pas très grandes maisons, mais avec des très très grands terrains, donc plusieurs dizaines d'hectares. Ah oui. Donc là, on a vraiment une cible clientèle qui est très spécifique, donc avec des gens qui ont justement des chevaux, des ânes, des moutons. D'accord. Cindy, est-ce que tu as une histoire un peu atypique à nous raconter sur des gens qui cherchaient un appartement ou une maison et qui ont eu, je dirais, des difficultés à trouver à cause du profil de l'animal, par exemple? Complètement. Alors, c'est plus pour des personnes qui veulent faire de l'éducation canine, où il faut qu'ils soient assez éloignés des voisins pour la nuisance sonore et olfactive. Ça, c'est un cas particulier dont tu t'es occupé? J'en ai 2 qui sont en recherche désespérément. Ils n'arrivent pas à trouver? Non. Ah oui, à cause des contraintes, en fait. C'est ça. Il leur faut des terrains et il faut qu'ils soient au moins à 100 mètres à vol d'oiseau des voisins. C'est ce que vous dites, parce que c'est très intéressant. De notre côté, finalement, je conseillerais aux candidats acquéreurs qui sont en recherche aussi de bien regarder sur Internet avant d'acheter s'il n'y a pas aussi un chenil à proximité. Parce que ce que tu disais, c'est qu'il y a des nuisances et derrière, c'est autant après de problématiques sous-jacentes quand on a acheté qu'on est propriétaire et qu'il y a des aboiements. Donc, pour terminer, j'aimerais que Alison me donne son avis d'investisseuse pour quelqu'un qui voudrait louer, qui aimerait les chevaux. Est-ce que ça existe, ça? Ou les serpents? Alors là, j'ai pas de conseil. Alors serpent, c'est plus facile en fait quand l'animal est dans une cage, c'est quand même beaucoup plus facile. Les chevaux, je sais pas. Les serpents, sinon dites rien, vous louez et puis en fait, vous pouvez très bien avoir acheté votre serpent 2 semaines après avoir pris la location, c'est possible. Vous avez le droit. Et ben voilà le bon conseil d'Alison. Merci. Je suis pas forcément d'accord. Cindy, au bout d'un moment, il faut trouver des solutions. Bon, il faut trouver des solutions. Voilà, au niveau copropriété, tout ce qui est animal exotique peut être rédigé dans le règlement de copropriété. C'est ça, mais s'il n'y a rien, on fait avec. Regardez votre règlement de copropriété et voyez si c'est possible. Ne faites pas ça en douce parce qu'effectivement, ça peut attirer des ennuis. Je propose qu'on regarde un petit récap de cette partie. Merci beaucoup, vous avez été parfait encore. Hein. Bravo. Hein. Merci pour beaucoup. Les premières des 2. On peut les applaudir d'ailleurs. Hein. Bravo. Un petit récap pour se remettre les idées en place. Près de 20% des foyers possédant des animaux ont rencontré des difficultés lors de la recherche d'un logement adapté en location. Depuis la loi du 9 juillet 70, les locataires ont le droit de posséder un animal de compagnie. Les règlements de copropriété peuvent cependant restreindre certains comportements animaliers. Il existe une réglementation spécifique à certaines espèces, comme les animaux venimeux ou dangereux, et d'autres espèces peuvent nécessiter une déclaration auprès de la préfecture et un certificat de capacité. Pour rappel, les animaux de compagnie doivent être maintenus dans des conditions respectant leur bien-être et la sécurité du logement. Troisième partie d'émission de cette émission spéciale animaux. Et en troisième partie, on est très heureux parce qu'on a la spécialiste des animaux en France, Hélène Gâteau, qui est chroniqueuse récurrente sur RTL, qui est vétérinaire. Et quand on parle animaux, Hélène est toujours là. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être de nouveau avec vous. Oui. Et on a 5 experts, donc Colonel, effectivement, est là. Toujours. Hélène, ce n'est jamais sans Colonel. Et Colonel qui est aussi sur la couverture, j'en profite parce que c'est un livre, on est juste avant Noël, là, pourquoi pas une idée cadeau de Noël, c'est l'histoire d'Hélène qui a choisi, alors pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant, on en avait parlé il y a 15 jours, c'est sur le fait déjà de choisir de ne pas avoir d'enfant, ça déjà, et en plus d'avoir une relation quasiment maternelle avec le chien. Avec le chien qui... Voilà. Mais c'est très provocateur comme titre. C'est provocateur, mais ça a trouvé beaucoup d'écho chez des femmes un peu comme moi, qui avaient la même trajectoire que moi et qui ne s'assumaient pas. Et j'ai eu beaucoup de nanas qui m'ont dit merci d'avoir pris la parole sur ce sujet-là, on se sent plus légitime. C'est une très bonne idée. Laurent de Francheville, Lyon, est avec nous également. Il a plein de choses sur les nouvelles techno. C'est un peu le geek du jour. Il est un peu cabot aussi d'ailleurs. Et Sabrina va nous parler de poules. Donc, Mais poule moderne, attention. Tu nous as ramené des images d'ailleurs, on regarde. C'est un sujet tout à fait personnel. Vous allez voir et bienvenue dans le poulailler nouvelle génération. Vous allez comprendre pourquoi.
on est une famille, on a des enfants, on aime partir en vacances. Mais c'est bien aussi d'avoir des animaux. Un petit cadeau de Noël au passage. C'est Pâques, là. C'est pas Noël, c'est Pâques. Hein. C'est quand même un cadeau. Donc, vous partez en vacances, qui va s'occuper de vos poules? Et vous voyez, il y a une porte connectée. Et là, on passe directement à la caméra parce que j'exagère. Les poules, ça fait partie de la famille. C'est un tout. On s'en occupe presque autant qu'un enfant. Donc, on a la caméra et on a la porte connectée. La porte connectée, on programme la fermeture, l'ouverture à l'heure que vous voulez. Et il y a également les applications smartphone. Mais et c'est idéal. Pourquoi? Parce que tous les soirs, il y a nos chers renards qu'on aime et nos chères fouines qui viennent manger les poules. Et oui, voilà, c'est ça. Et donc, c'est aussi des animaux de compagnie, les poules. Et effectivement, c'est une tendance, même en région parisienne, on a de plus en plus de foyers qui, pour avoir leurs œufs le matin, élèvent des poules. Investissent dans les poules, mais c'est bien, c'est une bonne idée, je trouve. Alors après, il faut trouver des poules qui soient des poules pondeuses, et puis il faut choisir une race qui soit adaptée à la surface qu'on peut leur offrir. C'est ça. Alors moi, j'ai des poules aussi chez moi. J'ai une porte connectée. Ah mince. Mais en fait, c'est pas tout le poulailler qui est connecté, c'est juste la porte. On peut s'acheter juste la porte, et ça permet en effet d'ouvrir et de fermer. Il y a des communes. Renseignez-vous auprès de votre commune, parce qu'il y a des communes qui parfois financent soit l'achat du poulailler, soit l'achat des poules. En quel honneur? Parce que déjà, ça donne une ambiance, et aussi parce que ça permet de recycler les déchets. Parce que moi, par exemple, ma poubelle de déchets organiques, elle est tout le temps vide. Il n'y a plus de poubelle. Je crois que c'est fou, effectivement, le décalage qu'il peut y avoir quand on donne les déchets à ces poules. C'est ça, on n'a plus de déchets au En plus, c'est un geste donc écologique. Et puis les enfants adorent. Et en fait, ils apprennent aussi. Alors, mine de rien, une poule, moi, je les prends en fait en retraite. En fin de carrière. Des poules ponteuses en fin de carrière. Les éleveurs, enfin ceux qui vendent des œufs, revendent toute leur batterie de poules. Moi, j'en ai 5 actuellement. Et au bout de 1 an, en fait, elles décèdent. Donc là aussi, moi, ce que j'aime bien avec les enfants, c'est qu'ils comprennent qu'il y a un début, une fin. J'aime bien cet apprentissage aussi de la disparition. Voilà. Alors justement, dans les objets connectés, Laurent, tu nous as ramené des images de toutes les nouvelles tendances. J'ai essayé, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a? Tu nous as ramené des images, c'est quoi ça? C'est un univers, tu vois, pour un hamster au top. Voilà. Il a l'ascenseur, il a sa petite piscine. C'est exceptionnel. Donc voilà ce qu'on est capable de faire pour nos amis les animaux. Je ne sais pas si on est vraiment capable de faire ça. Alors après, ça change des poules, c'est différent. Voilà. Mais, les hamsters, c'est aussi une grosse tendance. Il y a beaucoup de hamsters. Voilà, là on a les chats. On sait que les chats aiment bien la hauteur. Voilà, donc ça, du coup, génial. on a des étagères spécifiques. Très bien. Voilà, j'ai une petite anecdote aussi sur un client qui avait une bibliothèque qu'il a aménagée totalement pour que les chats soient en haut. Il y avait ces 2 chats qui circulaient pendant qu'il avait. Et bien justement, en parlant de bibliothèque, notre ami Jean-Philippe est à l'origine d'un projet incroyable. Ça s'appelle Mon Chapitre. Mon Chapitre, en fait, c'est la première librairie, la Ronron Librairie. C'est à Aix-en-Provence. On l'a ouverte il y a un peu plus de 3 ans. Maintenant, on en ouvre un peu partout en France, d'ailleurs. Mais le concept est hallucinant. C'est une librairie généraliste, donc normale, sauf qu'à l'intérieur, on a 8 chats. Et en fait, c'est sur le système de la ronron-thérapie. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es stressé, tu caresses un chat, ça te cale sur le rythme cardiaque du chat, donc ça va mieux. Et donc, ça veut dire que ceux qui aiment les chats viennent à la lecture, et ceux qui aiment les livres viennent au bien-être animal. On leur apprend qu'il faut absolument stériliser les chats, parce que sinon, il y a une prolifération et ça devient quasiment nuisible, en fait. Parce que trop de chats tue le chat. Et puis aussi, on apprend l'engagement, parce que quand on adopte un chat, il ne faut surtout pas offrir un chat à Noël, c'est une très très mauvaise idée. C'est un vrai engagement, en fait. Alors Hélène, moi j'aimerais bien t'entendre là-dessus, c'est qu'effectivement, le bien-être animal, on en a parlé dans cette émission, on a parlé autour de l'IMO, mais comment on aménage son logement, comment l'animal, par exemple le colonel, comment il est heureux dans ton chez-toi? Alors, la taille de l'appartement, c'est pas forcément ce qui va conditionner le bien-être de l'animal. Ce qui compte, c'est le temps qu'on va passer avec son chien et le temps qu'on va passer en extérieur avec lui. Souvent, les gens disent « Ah, j'ai un petit appartement, je peux pas avoir un gros chien. » Non, le chien, dans un appartement, il n'est pas censé faire son jogging, s'énerver ou s'exciter dans tous les sens. L'appartement, c'est censé être un lieu dans lequel le chien peut être calme et posé. En revanche, à partir du moment où vous allez lui consacrer du temps en extérieur, l'amener faire des grandes balades, le faire se dépenser à l'extérieur avec vous. Voir d'autres chiens. Voir d'autres chiens, et etc. sentir d'autres chiens. Voilà, l'odorat, ça c'est extrêmement important. Un gros chien peut très bien se satisfaire d'un petit espace. Il n'y a pas de problème. Après, en revanche, ça va être plutôt une question, on va dire, d'hygiène. C'est-à-dire que si vous avez 25 mètres carrés et un Saint-Bernard, votre Saint-Bernard, il peut très bien être à la cool. En revanche, quand vous allez rentrer chez vous, ça peut puer le Saint-Bernard. Les gens nous demandent, quand ils ont un chien,
à proximité d'un parc. Ça, c'est très important. Et comme ça, on ne regarde pas la superficie de l'appartement. Hélène, c'est comme ça qu'elle choisit là où elle vit. S'il n'y a pas d'accès extérieur, c'est un petit peu moins facile quand même. Alors là, c'est pareil. Attention à ce qu'on entend par accès extérieur. Est-ce que c'est la proximité, d'un parc, etc. Les gens souvent disent mais je ne vais pas prendre de chien parce que j'ai pas de jardin. Ou alors ça y est, j'ai enfin une maison avec un jardin, je peux prendre un chien. Non, parce que si votre chien il passe son temps dans le jardin, au bout de 15 jours, le chien il en a fait le tour, il n'y a aucune odeur. Pour lui, c'est un calvaire, c'est une prison dorée. Et il n'aura qu'une envie, c'est dans l'émission juste avant, il y avait effectivement une personne de la SPA qui nous disait que ce qui était important, c'était de sortir souvent son chien, par exemple. C'est ça, dans des endroits différents, de lui montrer différents parcs canins, de l'emmener à la campagne, de l'emmener dans les bois, de l'emmener aussi en ville, parfois. À tout prix, pour que par exemple. Alors, un autre univers. Je voulais, juste pour égayer un petit peu, j'habite à Agnières, moi. Et donc, à Agnières, il y a un cimetière des chiens. Oui, alors il n'y en a pas beaucoup en France. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a à peu près une quinzaine. Tu avais raison, j'apporte un peu de fantaisie. Je dis que c'est gay parce que c'est effectivement, ça met à l'honneur des chiens assez connus. Des chiens célèbres. Il y a pas mal de chiens célèbres qui sont enterrés là-bas. Je crois qu'il y a Rintintin. Il y a Rintintin, il y a Belle et Sébastien, etc. Et en plus, de toute façon, même s'il n'est pas célèbre, notre chien, il faut l'avoir vécu une fois, notre chien ou notre chat. Quand on perd un chien ou un chat, souvent de l'extérieur, on se dit ça va, tu vas t'en remettre, t'en prends un autre. Mais non, c'est une vraie perte. Enfin, c'est un véritable deuil. Il n'y a que quand de la famille, c'est une famille. Et c'est comme ça. Habitudes, on rentre à la maison, on ne le voit plus. Bon, voilà, c'est un peu une extension de soi-même. Et donc, quand l'animal meurt, c'est un peu comme si on dit que c'est un membre de la famille. Moi, j'ai tendance à dire même c'est presque un membre à nous, puisque quand l'animal meurt, c'est comme si on nous coupait un bras. Oui, alors bon, c'est la partie interactive. On va quand même écouter une première question de téléspectateurs. Bonjour, je m'appelle Mélissa, je viens de Colmar et j'ai un chat qui s'appelle Gypsy. Puis-je installer une chatière dans un logement en copropriété ? Gypsy, déjà, il faut lui offrir une guitare, déjà. Les Gypsy King. Et ça ira bien avec Colonel, Gypsy King et Colonel. J'avais un chien qui s'appelle Gypsy, moi. Ah oui, très bien. Bon, là, c'est une question un peu technique. Installer des chatières, de manière générale, sans parler de la loi. Alors, installer une chatière, oui, c'est une très bonne idée, parce que souvent, sinon, le chat, il va vouloir que vous lui ouvriez la porte 15 fois par jour, il se met devant, il miaule, et puis il va 2 secondes dehors, et puis il veut rentrer. Donc une chatière, c'est pas mal pour être un peu tranquille. En plus, elle peut être connectée avec le numéro de la puce électronique de votre chat. Pour éviter l'intrusion Ce qui évite d'avoir tous les chats du quartier qui se ramènent à la maison. Donc ça, c'est pas mal. Une chatière, moi, je trouve que pour un chat à qui on autorise un accès en extérieur, c'est vraiment une bonne chose. Alors c'est quoi la réglementation, Sabrina? Oui, pour un locataire, par exemple. En copropriété, vous pouvez installer des chatières sur des portes privées, mais pas sur des portes dans des immeubles collectifs. Sinon, on pallie plus à l'esthétique, c'est plus possible. Donc c'est compliqué dans une copropriété. Hormis si vous habitez en rez-de-chaussée, et là ça donne sur un jardin, on peut mettre la chatière, mais dans une cage d'escalier, je vois pas comment faire. Et pour un locataire alors? Parce que je suis locataire, est-ce que j'ai le droit de percer la porte pour mettre une chatière? Comme tout locataire, que ce soit effectivement chatière ou autre chose, il faudra l'autorisation du propriétaire pour transformer, parce que du coup ça peut être une maison qui n'est pas encore propriété. Mais il ne peut pas s'opposer à ce qu'on ait un animal domestique, le propriétaire maintenant. Non, c'est interdit. On l'a vu dans l'émission. Donc on ne peut pas s'opposer. Par contre, si ça touche à la structure d'une porte, d'un bâtiment, etc. C'est interdit par la copro. Attention, parce qu'on parle de chatière, on imagine la chatière standard, mais il y a des chatières pour chiens même. Alors, ça s'appelle chatière pour les petits chiens, mais c'est un trou comme ça. Oui, c'est ça, dans la porte. Donc on n'a pas forcément envie d'avoir ça. Si tout le monde met une chatière, une bleue, une rose, une noire, une verte, après la copro, elle n'a plus de sens. Ça rigole pas avec Sabrina, donc elle est dans les règlements. Deuxième question. Bonjour, je m'appelle Élise et j'avais une question. J'ai un chien de grande taille et je voulais savoir comment bien choisir son logement quand on a un chien de ce gabarit. Bon, Hélène, alors là, c'est typiquement ce que tu disais tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on peut dire pour les chiens de grande taille? Pour les chiens de grande taille, ce qui est important, c'est quand même qu'ils puissent avoir un espace à eux au sein du logement pour pouvoir aller se coucher, donc un minimum. Les chiens, ils aiment bien quand même parfois pouvoir s'isoler. Donc s'il n'a pas un endroit dans lequel il peut s'isoler, c'est que la taille de l'appartement, elle n'est pas Moi, j'ai une question un peu paysanne, d'une certaine manière. Les chiens à l'extérieur, les gros chiens, ça vit mieux à l'extérieur ou
ou en appartement, finalement, alors, ou dans la un maison. gros chien, s'il a été habitué depuis qu'il est tout petit à vivre dehors et qu'il a évidemment un endroit où il peut se mettre à l'abri du froid, à l'abri du vent, niche, à l'abri ou de un abri, voilà, une niche. Aujourd'hui, il y a des niches qui sont extrêmement bien faites, très isolées, etc. Ça, il n'y a aucun problème. Il y a des chiens qui vivent dehors sans aucun problème. Ah oui, on a vu en première partie, il y a Paris Hilton qui a reproduit sa maison pour ses petits chiens. C'était pas un grand chien, là. Ouais. Mais, et parfois, on voit des gens, enfin, beaucoup avec des huskies, donc des chiens qui sont des chiens de grande plaine enneigée. Est-ce que ça, en ville, c'est compatible est-ce qu'il y a avec des races de chiens Alors, moi, effectivement, on en voit à Paris, des huskies. Moi, je trouve que c'est un petit peu... c'est pas très responsable par rapport à la race de l'animal. Ça a besoin de courir. Ça a besoin de courir. Et je les vois, ils sont tous en laisse, les pauvres. C'est des chiens, ils ont besoin de faire des kilomètres et des kilomètres de courses, de marches par jour. Et en revanche, eux, ce sont des chiens qui sont très, très équipés au niveau du pelage, au niveau de la résistance au froid. Donc là, on peut très bien avoir un husky dans un jardin, à condition, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il puisse avoir aussi d'autres accès à l'extérieur, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Bon, le conseil de la fin d'Hélène pour avoir un bon logement avec son animal, qu'est-ce que ce serait ce que je pourrais dire, moi, c'est pas le logement qu'il fait, c'est plutôt le temps qu'on va passer avec lui, qu'on va lui consacrer et toutes les activités qu'on va pouvoir faire avec son chien ou même avec son chat à l'intérieur de la maison. Et ça, on le redit, je le redis vraiment, aménagez l'intérieur de votre logement quand vous avez un chat pour qu'il puisse avoir des accès en hauteur, pouvoir aller se cacher, pouvoir sauter. Ça, c'est indispensable quand on a un chat à la maison. Merci beaucoup, Hélène, pour tous ces conseils. Merci à Colonel. Tu nous fais un petit aboiement avant ? Aboie. Ah ouais, pas mal. Bravo. C'est de la belle éducation. Est-ce que Bon, merci à vous tous, en tout cas, pour tous ces bons conseils. Une émission très good vibe sur les animaux. Ça fait plaisir de parler de bien-être animal. Ça fait partie de la vie. Je rappelle aussi, voilà, parce que Hélène était là. Voilà, pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant. C'est aussi une bonne façon d'appréhender différemment la relation avec l'animal. Voilà. Bon, en attendant, il y a effectivement votre invité qui vous attend, cher ami. Franck Castellano, notre chef de chœur, il est en train de faire ses vocalises. Allez, on y va. Toujours avec Franck Castellano, quel plaisir d'être avec toi, Franck. Merci Franck, beaucoup. chef de chœur du Chœur du Sud, qui est en pleine tournée de Patrick Fiori. Ça s'est terminé là pour 2024, mais ça reprend en 2025. Et ça reprend, parce qu'en fait, ça devait se finir en 2024, mais il y a tellement de demandes qu'il a décidé de continuer. Il m'a demandé si je voulais continuer. Je lui ai dit, bien sûr que oui. Évidemment. Avec plaisir, alors, on l'a dit tout à l'heure, Franck, qui anime la première partie de Patrick Fiori, avec les fans de Patrick Fiori qui chantent sa chanson. Ça, c'est incroyable. Mais tu as ce don-là de faire chanter les autres. On le voit, d'ailleurs, on le verra le 20 et le 21 à Toulon pour les chants de Noël. Tiens, on voit sur ces images-là, c'est incroyable. C'était où? C'était à Toulon, justement, au Zénith de Toulon. C'est ça, c'était au Zénith de Toulon, là. C'était 1600 choristes sur scène. Incroyable. Pour combien de spectateurs? En tout, on a fait 6600. Ah 6600 personnes. Et ils sont 1600 là. Vous imaginez, c'est pas un artiste, c'est 1600 chœurs. Waouh! Ah oui, c'est une chanson de Johnny, je sais. Cette chanson-là, mais tout le monde la reprend quand on la chante. Stone, évidemment, il y a des incontournables dans les chœurs. Complètement. Et là, on te voit, tu es un spectacle à toi tout seul parce que tu sautes, tu danses, tu donnes une énergie de dingue, tu perds 10 kilos à chaque concert à peu près. Mais il faut cette énergie-là pour 1600 choristes. Moi, je suis très heureux de te mettre en avant parce que d'habitude, c'est vrai qu'au milieu des 1600 choristes, on te voit, mais voilà, tu es toujours de dos, etc. Et je veux te mettre à la lumière. Disons que je suis le seul artiste qui reste à 80% de public. Et j'aime l'idée, en fait, de vivre un concert à travers les yeux de mes choristes. Voilà. Et on va s'intéresser à toi quand même. Il y a 45 ans, tu nais. Alors, on a vu que tout était parti du Var, mais là, tu nais près de Saint-Étienne. C'est ça, Rive-de-Gier, une petite ville de 17 000 habitants, dans le 42. Ouais.
Donc là, tu commences à chanter comme tout le monde dans des chorales? Non, pas vraiment. C'est en fait, quand j'étais adolescent, j'avais 12 ans, je me balade et j'entends dans une église protestante une chorale qui chante. Et je suis rentré dans l'église, je me suis assis et j'ai écouté et j'assistais aux répétitions dans le fond. Et j'étais vraiment touché par les voix, en fait. Toutes ces voix qui se mélangeaient, je trouvais ça extraordinaire. Alors, ce qui est fou, c'est que tu vis à Saint-Étienne jusqu'à 20 ans, donc tu es vraiment un gars du 42. Ouais. Tu vas faire des études à Bordeaux, donc changement de pendant de 2 ans, ouais, c'est ça. Et des études, non pas de chant ou de musique, mais des études de théologie pour devenir pasteur. C'est ça. Et c'était quoi, pour chanter? Non, c'était parce qu'en fait, à l'âge de 16 ans, j'ai vécu une expérience personnelle assez forte qui m'a donné envie, en fait, de me consacrer dans le milieu religieux. Ouais. Et en fait, même au-delà pour moi, et j'avais vraiment envie de savoir ce qu'était la Bible, tout simplement. Et j'ai voulu l'étudier, voilà. Voilà, et tu l'as étudié, et puis... Et suite à ça, en fait, on m'a proposé d'être pasteur ensuite, mais plus particulièrement pasteur dans le domaine musical. C'est-à-dire? Voilà, c'était l'idée, c'était de pouvoir apporter, j'ai envie de dire, le gospel, c'est-à-dire l'évangile à travers le chant. Et donc là, j'avais créé ma première chorale gospel, c'était sur Marseille. C'est comme ça que c'est né. C'est comme ça que c'est né. Ouais. À Marseille, ensuite tu vas dans le Var, là tu crées le Chœur du Sud. En 2006, il n'avait pas ce nom-là, mais en 2012, vraiment le Chœur du Sud c'est né. Ça. Et tu en as fait partout. Là, il y a combien de Chœurs du Sud en France et en Belgique? Là, il y en a 102 actuellement. 102, ouais. Et on a à peu près 150 inscriptions par semaine encore aujourd'hui, quoi. C'est un succès fou. Mais moi, je suis étonné. Mais c'est pas le fruit de mon travail, c'est toute une équipe. On est 42 chefs. Ouais. 42 chefs de chœur où on est investi. On a une super équipe administrative qui est là. Enfin, je veux dire, c'est pas mon travail. C'est vraiment notre travail. Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur quelque chose. Il s'est passé un truc dans ta vie. Ouais. Tu donnais des cours de guitare. C'est ça. Et là, tu as eu un accident auditif. C'est ça. Une perte d'audition. Subite. Complète d'une oreille? Non, pas complète. C'est tous mes aigus qui se sont éteints. À l'oreille droite. À l'oreille droite, ouais. Donc là, je suis appareillé actuellement. Tu es appareillé, alors tu ne t'en es jamais caché, au contraire même, ça a été un peu une revanche sur la vie, non? Non, je m'en suis caché au début, sans mentir. Je m'en suis caché parce que j'avais un peu honte, toujours gênant d'être un peu dit handicapé, j'aimais pas l'idée, et puis c'est quoi ce chef de chœur qui n'entend rien? C'est pas agréable, voilà. Et c'est mon meilleur ami qui m'a mis un petit peu un coup de boost en disant « Eh oh, ça va ». Je veux dire, tu vas faire ce qu'il faut. Et quand on a des problèmes de yeux, on met des lunettes. Là, j'ai mis un appareil auditif. C'est très discret, on ne le voit pas, vous voyez. Et voilà. On le voit pas. Et ça t'empêche pas, évidemment, de Non, au contraire, diriger. là, j'ai retrouvé toute mon audition grâce à ça. Et quand j'oublie, j'entends... C'est compliqué sur une conversation. Mais là, c'est juste génial, quoi. Est-ce que tu t'es dit à un moment, il faut que je fasse passer le message aussi aux jeunes? Parce que souvent, c'est vrai, les appareils auditifs, on le voit à partir d'un certain âge. Complètement. Dire aux jeunes, allez-y, allez vous faire appareiller. Mais complètement. J'ai même mon fils maintenant qui veut devenir audioprothésiste par rapport à ça. Mais l'idée, c'est comment dire, parce que même des personnes de tout âge dans ma chorale qui viennent me voir en me disant, mais t'es appareillé, mais tu le vis bien, et moi j'ai un peu honte. Je lui dis, vas-y. J'ai dit, vas-y, sincèrement, t'as besoin pour les lunettes. C'est vrai, il n'y a pas de honte. Non, il n'y a aucun problème. Il faut arrêter de stigmatiser. Ouais, c'est ça. Voilà, on en a besoin pour bien entendre et tout va bien. Et tout va bien et tout s'entend bien. On le disait, tu es né à Saint-Étienne, tu as fait tes études à Bordeaux, tu t'es installé à Marseille et puis maintenant dans le Var. C'est ça. L'été prochain, on sera ensemble pour toute la région avec le comité régional du tourisme pour justement valoriser cette région. C'est devenu ta région? Complètement. Complètement. C'est devenu vraiment... disons que c'est là où tout est parti, ma carrière professionnelle est partie, quoi. Parce que même lorsque j'ai arrêté le pastorat, parce que il s'est passé ça, que lorsque j'ai arrêté le pastorat parce que je ne pouvais plus exercer dans les églises dans le domaine musical, c'est là où je me suis dit, je vais ouvrir dans le monde séculier. Et ça a été ça. Et c'est là, lorsque j'ai commencé, on était 25 choristes. Le monde séculier, ça veut dire le monde normal. Hein. C'est ça, ouais, voilà. L'idée, c'est, voilà, on chantait plus du religieux. Ouais, du civil. Mais l'idée, voilà, c'était d'arriver à pouvoir reprendre. Et là, je me suis aperçu du répertoire français. Je me suis dit, mais il n'est pas assez mis en valeur. Et là, j'ai commencé à écrire des arrangements. Ce que je ne savais pas, c'est que ça allait exploser.
ces dernières années, c'est impressionnant. Même moi, je suis surpris, quoi. C'est impressionnant. En même pas 15 ans, c'est devenu un vrai phénomène. Franck Castellano est avec nous. Retenez bien son visage, retenez bien son nom, parce qu'on ne le voit pas assez. Mais vous allez le voir, là. Je sens que ça va être ton année, là. 2024, 2025, parce que après la tournée de Patrick Fiori, qui va continuer encore au printemps prochain, parce qu'il te fait vraiment confiance. Ah oui, là. Voilà. Complètement. Même. On rappelle que Franck, comme plein de choristes, chanteront pour Noël, plein de choristes du Chœur du Sud. Toi, tu seras le 20 et le 21 à Toulon. C'est ça. Et venez vraiment, si vous avez envie de chanter, allez essayer le Chœur du Sud. Il y en a partout en France. Il y a un site qui répertorie tous les chœurs partout en France. www.lechoeurdusud.com. Voilà, et c'est que du bonheur. Vous allez vous créer du plaisir, du bonheur ensemble. Et c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, chanter ensemble, ça n'a l'air de rien, mais c'est une symbolique très forte. C'est vrai. Et vous repartez de là, vous avez un grand sourire et vous rentrez chez vous et vous n'êtes plus seul. C'est exactement ça. Franck Castellano est avec nous. Merci beaucoup, Franck. Merci. Quel beau jingle. Un jingle bells. Jingle bells. Presque Noël. Bon, un débrief de l'émission assez simple, c'est le bien-être animal a été au cœur de cette émission. Oui, parce qu'avant de parler de chant avec Franck Castellano, on a évidemment parlé des animaux et de l'engagement. Et s'il faut retenir un mot de cette émission, c'est l'engagement quand on adopte un animal. Et la responsabilité quand on s'engage pour plusieurs années avec un animal, quel que soit cet animal. Voilà, et puis quand on choisit l'endroit où on va acheter, l'endroit où on va vivre, évidemment, on pense à l'animal. L'animal doit faire partie des critères pour choisir son On a vu domicile. plein d'aménagements très très astucieux pour les animaux. Pensez à aménager facilement votre habitation pour que votre animal soit heureux. En tout cas, c'est la dernière de l'année. Et oui, ça y est, on se retrouvera en janvier 2025. Attention, on passe du dimanche au samedi. C'est vrai. On se retrouve tous les samedis pour un brunch aussi, mais ce sera le brunch du samedi à 11h10. À 11h10, et la première émission de l'année sera une émission bilan et perspective, normale, début d'année. On va voir ce qui s'est passé en 2024. Il y a des choses qui étaient difficiles, et puis on va voir si les perspectives 2025 sont bien meilleures. Voilà, donc le samedi 11 janvier, vous notez bien 11 à 11h11. Voilà. Il nous reste à souhaiter bonne fête à nos amis. Ben oui, voilà, à Montpellier, à Lyon, et puis tous nos amis partout dans vos régions. Joyeuses fêtes à tous. Joyeuses fêtes, joyeux Noël et joyeux 1er de l'an. Et au 11 janvier, ne ratez pas la nouvelle émission. À l'année prochaine. Ciao.